presque une année en Croatie, 3 ans et demi en Bosnie et un peu plus d'une année au Kosovo. On ne s'est pas arrêté au bout de 6 mois, voilà. Donc on est sur une période quand même extrêmement longue et que c'était une guerre contre des civils. Il y avait des armées des deux côtés, mais les premières victimes étaient des civils. Donc on revenait à des situations qui semblaient entièrement révolues, en tout cas pour le territoire européen. Lorsque la guerre commence en Bosnie-Herzégovine, il y a des volontés de diviser le territoire, d'empêcher que ça devienne un pays, parce qu'il y a 3 communautés principales, des Serbes, des Croates et des Bosniaques. Les Bosniens étant les habitants de Bosnie-Herzégovine et les Bosniaques étant ce qu'on appelait avant les musulmans avec un M majuscule. On disait que la Bosnie était une peau de léopard, que toutes les communautés étaient mélangées. La vision qu'on en a, et ce que vous allez lire le plus souvent, ça sera que c'était un pays où il y avait différentes communautés qui n'avaient pas vraiment réglé leurs relations. Et puis, à un moment d'un tournant historique, tout le monde a décidé de s'entretuer. En gros, conflit ethnique à cause d'un pays multiethnique qui se cherchait. Il y avait un passif historique, il y avait des problèmes qui n'étaient pas réglés, il y avait des différends entre certaines communautés, mais certainement pas de la manière dont on l'a présenté. La haine est l'essence, d'une certaine manière, des massacres, mais n'est pas le déclencheur. Il y a un projet. Quand le communisme s'est effacé, ce qui est apparu à la place, c'est ce nationalisme extrême. De mon point de vue, les 3 dirigeants, tous les dirigeants communistes de l'époque portent une lourde responsabilité. La Serbie et la Croatie, en fait, voulaient récupérer une partie du territoire. Et il y a eu des campagnes de nettoyage ethnique. La plus fulgurante a été faite dès le début de la guerre par la Serbie de Milosevic. Et ils ont pris le contrôle de 70% de la Bosnie-Herzégovine. Dans les guerres d'ex-Yougoslavie, le but était bien de déplacer les populations. Quand des milices serbes prenaient le contrôle d'un village musulman, ce n'était pas simplement pour administrer le village musulman, c'était pour en chasser la population. Quel est le meilleur moyen de chasser la population? C'est de lui faire peur, c'est qu'elle parte d'elle-même. Comment vous faites peur à une population? Vous en massacrez une partie. Donc le massacre a été utilisé non pas de façon systématique, mais comme une arme, si vous voulez, de terreur pour faire fuir les gens. Dans le nord-ouest, on est dans une zone où il y a une majorité de Serbes. Une municipalité, celle de Prijedor, qui est l'inverse. Et donc se focalise un effort militaire pour chasser ou tuer les non-serbes. Donc entre avril et juin, ils encerclent la ville de Prijedor, prennent le contrôle des autorités municipales, prennent le contrôle des finances publiques. Enfin, tout se passe très très administrativement. Ils font des listes. Ils interdisent aux gens de sortir dans la rue en fonction de son appartenance ethnique, obligation de quitter les emplois publics, etc. On est dans une procédure qui ressemble énormément aussi à celle qu'on a pu voir dans les préparatifs de l'Holocauste. Et les communautés non serbes, comme elles ont de bonnes relations, elles avaient de bonnes relations avec leurs voisins, n'essayent pas de s'enfuir, alors qu'elles le peuvent encore à ce moment-là, en se disant ils sont complètement, la guerre est folle, c'est quoi cette histoire, mais bon, on est là, on ne va pas quitter notre maison, puis il n'y a pas de raison d'avoir peur de son voisin, jusqu'au jour où on les rassemble, comme les images de la Deuxième Guerre mondiale, dans la ville, en disant, voilà, vous allez dans des camps, on va vous trier. Alors on exécute, selon les listes qui avaient été faites, l'élite, avocats, responsables politiques, médecins, etc., de la ville de Prijedor. Les autres sont envoyés dans un camp, celui de Trnopoli, et à partir de là, ils sont dispatchés vers le camp de Marska ou de Keraterm, en fonction des sévices et de la dureté du traitement qui sera. En tout cas, les deux camps où il y a des exécutions, des tortures, etc. Ce sont les hommes qui sont mis dans les camps, mais évidemment, il y a des noyaux de camps de femmes qui sont des camps de viol. Deux médias entrent à Trnopoli et Keraterm le 5 août
92. Et les images qui vont en sortir, de corps émaciés derrière des fils de barbelés, qui choqueront tellement l'opinion publique qu'elle réussira par ses réactions à pousser les politiques à demander la fermeture des camps. Sur l'ensemble de la région, il reste à peine 5% de non-serbes, mais sur la région de Prijedor, il y a des survivants du nettoyage ethnique qui se sont réinstallés. Et donc aujourd'hui, ils vivent face à leurs bourreaux. Il y a une dame à Prijedor, tous les jours, elle ouvre sa fenêtre et elle sait qui l'a violée et il habite en face. Mais elle a voulu revenir et reconstruire sa propre maison. Quand vous êtes militaire, théoriquement, vous n'avez pas le droit de tuer des civils. Quand vous tuez délibérément une population civile, comme ça a été le cas dans cette guerre-là, c'est un crime contre l'humanité. Et tout ça, c'est passible de la justice internationale. Ce qui explique qu'on a plus d'une centaine d'acteurs de cette guerre, soit des hommes politiques, soit des militaires, qui sont passés en jugement devant le tribunal international, qui continuent de passer en jugement dans les juridictions nationales, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, pour des massacres, pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Dans cette région, ce sont des villes attaquées tout le long de la Drina, une par une, tout le mois d'avril. D'abord Zvornik, ensuite Visegrad, Foča, déportation, massacre. Les seuls survivants qui se rassemblent dans les collines et les forêts et forment des espèces de poches de résistance, enfin des enclaves. Et ces enclaves, l'armée des séparatistes serbes, Mladic, Karadzic, etc., vont essayer de les éliminer en 93. Puis ils n'y arriveront pas, parce que au moment où ils ont éliminé tout ce qu'il y avait autour et qu'ils sont arrivés aux portes de l'une de ces poches, qui est celle de Srebrenica, le général Morillon empêche que les Serbes rentrent et les massacrent en 93. Et grâce à lui, parce qu'il y a des médias, la communauté internationale est obligée de voter une résolution spéciale qui dit ces endroits-là, ce sont des sanctuaires. Et les Serbes sont furieux. Moi, il y en a plusieurs, dont Mladic, qui me diront c'est à cause de vous, les Français, vous nous avez volé notre victoire. À l'époque, les journaux titrent, il s'appelle Philippe Morillon, Philippe de Bosnie, comme on a Laurence d'Arabie. Alors, ça veut dire quoi déjà TPIY? Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. En 1993, lorsque le Conseil de sécurité vote, l'idée du tribunal est votée à l'unanimité des membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, les membres permanents, ils sont 5. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine et la Russie. Et Milošević dit, je garde plus de 50% de la Bosnie, mais je veux choisir. Il y a 3 enclaves, mais qui ressemblent à 3 tâches qu'ils veulent supprimer. Et ils se précipitent de le faire avant de rejoindre la table de négociation pour être sûrs de l'obtenir. Les Serbes de Mladic finiront par faire un accord secret avec nos pays pour quand même récupérer ce territoire et entrer dans Srebrenica et commettre le massacre de 95 parce qu'ils n'avaient pas réussi à chasser ces gens ni en 92, ni en 93, ni en 95. Et donc ils se décident que le plus simple, c'est de les massacrer, de les tuer tous, parce qu'il n'y aura pas de camp, parce qu'ils ne veulent pas les laisser rentrer chez eux, parce qu'ils veulent se venger, parce qu'il y a une résistance, parce qu'ils ont offert au gouvernement bosniaque et aux Français et aux Anglais et aux Américains de les déporter eux-mêmes, et que tout le monde a dit qu'ils ne voulaient pas le faire, ben ils les massacrent. L'attaque commence en juillet 95. Elle dure 6 jours. Mladic a dit qu'il tuerait tous les hommes. Mladic entre. Il y a une résolution de l'ONU pour empêcher que les forces entrent, diplomatiquement, mais aussi militairement si nécessaire. On ne fait rien. Il rentre. Immédiatement, il sépare les hommes des femmes. Il demande à l'ONU de donner 30 000 litres de fioul. Nous payons l'essence qui déportera les femmes et les enfants et les très vieillards, qui servira à transporter les adolescents suffisamment grands pour avoir l'âge de porter des armes, les hommes et même des vieux,
des blessés pas blessés, des combattants pas combattants, tous dans les bus pour être exécutés en 3 jours. On décide que le plus simple, c'est de les massacrer. Tous, sans exception, étaient exécutés. Il y a 13 miraculés qui ont survécu, protégés des balles par les corps des autres personnes. Et Jean-René Ruez, qui est là depuis quelques semaines, ce commissaire français, tape à sa porte et lui dit « je veux un ordre de mission pour aller récupérer les premiers témoignages des survivants ». Les juges ont expliqué que la volonté de détruire tous les hommes était, parallèlement au reste de la population, était une volonté de rendre irréversible la disparition d'une communauté sur un territoire, une région précise, son impossibilité d'y survivre, ce qui fait partie de la définition, de l'article 2 de la définition de la Convention sur le génocide, et son impossibilité même de se reconstruire sur place. J'ai travaillé pendant 3-4 ans à la traque de Karadzic et de Mladic. Quand on a atteint la paix en ex-Yougoslavie en 1995, c'est vrai que la priorité n'était pas d'arrêter les criminels de guerre. La priorité était de stabiliser la situation parce qu'on avait très peur que ça redémarre. En particulier, les Américains avaient une seule peur, c'est que le conflit redémarre et que si on arrêtait ces gens-là, qui restaient des gens extrêmement puissants, militairement et politiquement, on remette le feu aux poudres. Et donc, on a un peu laissé couler, si vous voulez, sur l'histoire des crimes de guerre. Et c'est qu'en 1997, donc 2 ans après la fin de la guerre, qu'on a procédé aux premières arrestations. Et encore sur du menu fretin, pas sur les gros poissons comme on disait. Le problème c'est qu'entre 1995 et 1997, les principaux criminels de guerre, ils avaient eu le temps de préparer leur clandestinité. Donc du jour où ils ont senti que l'étau se resserrait, ils se sont évanouis dans la nature. La nature étant pour certains d'entre eux la Bosnie, certains sont partis à l'étranger, beaucoup ont été retrouvés quand même, hein. Et puis certains sont partis en Serbie. La Serbie a hébergé, avec sans doute la complicité des autorités, beaucoup de criminels de guerre. Et il a fallu attendre que le régime change en Serbie en 2001, que Milosevic tombe, soit renversé, pour qu'une coopération avec le tribunal international s'installe. Et même cette coopération a fait l'objet de débats très difficiles. Et en Serbie, en 2003, le Premier ministre serbe qui voulait coopérer avec le tribunal a été assassiné. Et donc la vraie coopération avec les autorités serbes, il a fallu attendre très longtemps. Et grâce à cette collaboration, ce sont les Serbes eux-mêmes qui ont arrêté et Mladic et Karadzic. Ça a été un échec pour les Occidentaux, c'est vrai, sans doute parce qu'ils n'y ont pas mis ni les moyens ni la volonté politique suffisante et que ce n'était pas une priorité absolue pour eux. Actuellement, les derniers à être jugés sont Karadzic et Mladic, donc le commandant militaire des Serbes des forces serbes qui ont commis le génocide de Srebrenica et toute la campagne de nettoyage ethnique qui est qualifiée de génocide ou de crime contre l'humanité depuis 1992, et le chef politique Radovan Karadzic qui voulait être le président d'une partie serbe purifiée des non-serbes. Slobodan Milosevic, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été poursuivi pour crimes contre l'humanité et génocide, mais il n'y a pas eu de jugement parce qu'il est mort avant la condamnation. Il y en a eu d'acquittés, un commandant militaire serbe, Perišić, 2 commandants militaires croates. La justice internationale a, pendant plus de 10 ans, fait un travail extraordinaire avec des condamnations qui souvent n'ont pas satisfait les victimes parce qu'elles n'étaient pas suffisamment fortes. Il y a eu des condamnations à vie, des condamnations à 10, 20, 30 ans. C'est vrai qu'en termes de nombre de victimes, les condamnations sont beaucoup moins fortes que dans le civil. Ce n'est pas proportionnel au nombre de victimes.